Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce dernier cours de circuit électrique. Alors, le cours porte sur la puissance en régime permanent sinusoïdal. Et tout d'abord, rappelons la définition de la puissance instantanée. Nous avons un dipôle caractérisé par son impédance complexe Z. Il est parcouru par un courant instantané I de T. La tension à ses bornes est U de T. Vous noterez que l'on utilise pour les récepteurs la convention récepteur. La puissance qui s'exprime en watts est la même à un instant donné qu'en courant continu, c'est-à-dire qu'on va définir la puissance instantanée P de T comme le produit de la tension par l'intensité du courant qui circule dans le dipôle. I de T a pour expression I racine de 2, l'amplitude de l'intensité, cosinus oméga T plus θ I, U de T a la même expression, U racine de 2, cosinus oméga T plus θ U. Je rappelle que θ I est la phase à l'origine de l'intensité, θ U la phase à l'origine pour la tension, I est l'intensité efficace, U la tension efficace. Les deux expressions du courant et de la tension ont la même pulsation oméga, oméga qui est égal à 2πf. On note phi θu moins θi, le déphasage de la tension par rapport à l'intensité, qui est aussi, je rappelle, l'argument de l'impédance Z complexe. A priori, pour un dipôle quelconque, nous avons l'intensité et la tension qui sont déphasées. L'intensité est ici représentée par la courbe rouge. On voit qu'elle atteint son maximum à t égale 0. L'axe des abscisses est l'axe des temps. L'axe des ordonnées, soit l'axe des intensités, des tensions ou des puissances. Ici, la courbe bleue représente la tension. On voit que la tension atteint son maximum avant l'intensité. La tension est donc en avance par rapport à l'intensité. Et quand on fait le produit point par point de l'intensité avec la tension, on obtient la courbe verte, ici. On voit que la puissance est aussi une fonction sinusoïdale, mais qui n'a pas la même période que la tension et l'intensité. On voit que l'on a deux sinusoïdes alors pour la puissance, alors que pour la tension et l'intensité, nous n'en avons qu'une seule. Et donc la période de la puissance est égale à la moitié de la période du courant et de la tension, ce qui fait que, en revanche, la pulsation et la fréquence est doublée pour la puissance. Alors, on voit que la courbe verte n'est pas centrée autour de l'axe horizontal. Elle possède donc une composante continue. Sa valeur moyenne, qui est à peu près ici, est positive. Même cas pour cette fois une tension qui est en retard. Donc cette fois, on a un déphasage qui est négatif. La puissance, par contre, a toujours une valeur moyenne qui est positive. Donc quel que soit le déphasage, pour un dipôle quelconque, on aura une puissance moyenne consommée par le dipôle d'impédance Z qui est positive. Alors reprenons l'expression de la puissance instantanée. La puissance instantanée est donc égale au produit de la tension instantanée par le courant instantané. Racine de 2 fois racine de 2, 2. U fois I, UI. Donc on peut mettre la puissance instantanée sous la forme de 2 cosinus. C'est un produit de 2 cosinus. Cosinus oméga t plus θ U et cosinus oméga t plus θ I. En reprenant la formule classique de la transformation d'un produit de cosinus en somme de cosinus, 1 demi de cosinus P plus Q plus cosinus P moins Q, on obtient alors pour le P moins Q, donc oméga T se simplifie, il reste θu moins θi. Pour la somme,
nous avons oméga t plus oméga t, 2 oméga t, plus θ u plus θ i. On obtient donc une puissance instantanée qui a une composante, ici on retrouve θ u moins θ i, qui est rien d'autre que le déphasage de la tension par rapport à l'intensité, c'est-à-dire l'argument de l'impédance, un terme constant qui vaut donc ui cos phi, et un terme sinusoïdal de pulsation 2 oméga, qui est bien la pulsation double de la tension et de l'intensité. Donc, en conclusion, la puissance instantanée possède une valeur moyenne qui est positive et est une fonction sinusoïdale de pulsation 2 oméga. Alors, ce qui est intéressant pour un dipôle d'impédance Z, c'est de calculer la puissance moyenne qu'on va noter grand P cette fois, hein, puisque c'est une constante, qui est consommée par le dipôle. Pour cela, on emploie l'expression de la puissance moyenne que l'on calcule sur une période, puisqu'il y a une fonction périodique de période t. Par définition, donc, la moyenne d'une fonction, c'est calculé sur le temps grand T, c'est 1 sur T, somme de T égale 0 à T de P de T de T. On va faire donc l'intégrale du terme constant ui cos phi et du terme sinusoïdal de période 2 oméga T. Comme on fait l'intégrale de cette fonction sinusoïdale de période T sur 2 sur de 0 à t sur 2 périodes de cette fonction, cette intégrale est nulle et il reste tout simplement P égale ui cos phi, qui est la formule importante du cours, puisqu'elle nous donne la puissance moyenne consommée par un dipôle. Alors, par rapport à l'expression qu'on connaissait en courant continu, on avait en courant continu P égale ui, s'ajoute un terme qui est le cosinus de l'argument de l'impédance, Z, puisque phi est le déphasage de U par rapport à I. Comme pour une impédance où on a phi qui est compris entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2, on a donc ce terme cosinus phi qui peut varier entre 0 à 1, et ce cosinus phi est appelé le facteur de puissance. On peut définir aussi une puissance moyenne en complexe. Dans ces cas-là, on écrit la valeur de l'intensité du courant efficace sous forme complexe comme étant grand I, intensité efficace exponentielle jθi. U complexe égale U exponentielle jθu. La puissance que l'on appelle la puissance apparente en complexe, qui se note S complexe, dont le module s'exprime non pas en watts mais en volt-ampères pour faire la différence avec la puissance consommée qu'on appelle aussi la puissance active qui elle s'exprime en watts. P. Par définition, S est égal au produit de la tension sous forme efficace sous forme complexe multiplié par le conjugué, attention, de l'intensité efficace sous forme complexe, et donc on obtient UI exponentielle J phi que l'on peut mettre sous forme cartésienne, ui cos phi plus j ui sinus phi. Donc, la puissance apparente sous forme complexe possède une partie réelle qui est égale à ui cos phi, et ui cos phi n'est rien d'autre que la puissance active, c'est-à-dire la puissance consommée par le dipôle, plus une puissance que l'on note par la lettre Q, qui s'appelle la puissance réactive, qui s'exprime en volt-ampère réactif, qui est égale à ui sinus phi. Donc, on a la puissance apparente sous forme complexe qui est égale à P plus JQ. P est donc la partie réelle de la puissance apparente sous forme complexe. Q est la partie imaginaire de la puissance apparente sous forme complexe. Le module de S qui s'exprime en volt-ampère est égal à racine carrée de P2 plus Q2. Et on a les relations classiques, cosinus phi égale P sur S, sinus phi égale Q sur S, tangente phi égale Q sur P. P est donc puissance active en watts,
Q puissance réactive qui s'exprime en volt-ampère réactif, S est la puissance transparente qui s'exprime en volt-ampère. De façon générale, on peut écrire l'impédance d'un dipôle dont l'impédance complexe est Z, sous la forme cartésienne d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Z égale R, toujours positif, plus la partie imaginaire que l'on note par la lettre grand X, et qu'on appelle la réactance du dipôle, réactance qui s'exprime elle aussi en ohms comme la résistance. Le déphasage phi est l'argument de l'impédance, donc qui s'écrit sous forme polaire Z exponentielle J phi. On a phi qui est égal à arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, donc X sur R, étant donné que Z, étant donné la loi d'Ohm, U égale ZI, qui s'exprime en forme complexe, on a S qui est égal à U multiplié par le conjugué de I, soit ZII. On retrouve ici le module au carré de l'intensité, donc c'est ZI carré, soit RI carré plus JXI carré. On a donc la puissance active consommée dans le dipôle qui est égale à RI carré, et la puissance réactive mise en jeu dans le dipôle qui est égale à XI carré. D'où les formules P égale RI carré qui est égal à UI cos phi ou S cos phi, c'est pareil, puisque S est égal à UI. Q est égal à S sinus phi et S est égal à P carré plus Q2, ce qui fait ZI carré, ou si on remplace I par U sur Z, U carré sur Z. Alors on va voir maintenant pour terminer 3 cas particuliers. Le cas d'un dipôle composé d'une résistance R, donc l'impédance est égale à R, puis on verra l'inductance et le condensateur. Dans le cas où on a une simple résistance, on n'a pas de déphasage entre U de T et I de T, puisque l'impédance ne possède qu'une partie réelle, et donc son argument est nul. Dans ces cas-là, le facteur de puissance est égal à 1. La puissance s'écrit tout simplement RI carré, on retrouve la loi de Joule, ou U carré sur R. Pas de puissance réactive consommée par le dipôle, et la puissance active est tout simplement égale à la puissance consommée. Dans le cas d'une inductance, cette fois on a U de T qui est en avance de pi sur 2 par rapport à I de T, puisque l'impédance d'une inductance, Z égale JL oméga, ne possède qu'une seule partie imaginaire. Phi est égal à plus P sur 2, cosinus phi égale 0, ce qui fait que la puissance consommée dans une inductance pure est nulle. En revanche, Q, comme la réactance de l'inductance est égale à L oméga, on a Q qui est égal à X I carré L oméga I carré, ou U2 sur L, et on a une puissance réactive qui est positive. Dans ces cas-là, pour une inductance, S est égal à Q, puisque P égale 0. Alors, ce qui se passe pour une inductance, c'est qu'elle ne consomme pas de puissance, elle va stocker de l'énergie pendant une demi-période, et la restituer la demi-période suivante. Au bilan, l'énergie emmagasinée par l'inductance pendant une demi-période va être égale à l'énergie restituée pendant la demi-période suivante, et donc en moyenne, l'inductance ne consomme pas de puissance. Pour un condensateur, cette fois, on a un argument de l'impédance d'un condensateur. Je rappelle que ZC est égal à 1 sur JC oméga, donc moins J sur C oméga. Donc on n'a pas de partie réelle pour l'impédance de C, mais juste une partie imaginaire qui est égale à moins 1 sur C oméga. Donc la réactance d'un condensateur est égale à moins 1 sur C oméga. On a donc phi qui est égal à moins pi sur 2. Là encore, comme pour l'inductance, le cosinus phi égale 0, ce qui fait que le condensateur ne consomme pas de puissance. Sa réactance est égale à moins 1 sur C oméga.
Et cette fois, la puissance réactive consommée dans un condensateur est négative et vaut soit moins I carré sur C oméga, soit en fonction de la tension à ces bornes, moins C oméga U carré. Et on a de nouveau S égale Q. La formule importante donc à retenir pour ce cours, je vous la remontre, c'est P égale UI cos phi. Alors, il faut savoir, pour un dipôle quelconque, calculer l'argument de l'impédance avec les lois que l'on a déjà vues d'association d'impédance, ce qui vous permet maintenant de calculer la puissance consommée dans n'importe quel type de dipôle en régime sinusoïdal permanent. Les diapositives de ce cours sont sur Moodle. Et donc, je vous invite à les télécharger. Je vous invite aussi à surveiller donc l'espace Moodle concernant les circuits électriques. Je vous posterai très prochainement la correction des TD. Nous en sommes au thème 4 sur les théorèmes généraux, principes de superposition et association de générateurs. Et à commencer à travailler donc le thème 4 des TD et au fur et à mesure des semaines qui vont s'écouler, je vous posterai les corrections détaillées de tous les TD afin que vous continuiez à travailler les circuits électriques. Bonne journée à tous et merci pour votre attention.